Matryoshka. Et donc dans cet univers de l'intelligence artificielle, comment est-ce que nos cerveaux, à nous, réagissent-ils? Comment s'augmentent-ils? Daniel Endler, qui s'y connaît aussi assez bien en intelligence humaine cognitive, nous explique comment nous développer aujourd'hui en symbiose avec tout cet univers numérique, la numérisphère. Je parle de la numérisphère parce que ça ressemble à la biosphère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'ajoute simplement à la planète. La biosphère, c'est tout ce système extraordinairement compliqué des choses vivantes. Ça forme un système qui se surajoute à la planète minérale et froide qui existait avant l'apparition donc du vivant. Et de la même manière, la numérisphère constitue une sorte de couche supplémentaire qui nous enferme tout en nous nourrissant et dont effectivement qui nous envahit de partout et qui fait système. Cette numérisphère, cette forme d'organisation du vivant connexe, en quoi elle est poreuse et en quoi cette numérisphère nous apporte un regard différent? Alors, elle agit par différents canaux, je dirais. Le premier est un canal en fait classique, qui est un canal prénumérique, qui est celui simplement de l'information. Autrefois, c'était les journaux, et puis avant, c'était les rumeurs, parce qu'elles circulaient, les rumeurs, qui nous informaient d'une certaine façon de l'état du monde. Ensuite est venue évidemment l'ère des journaux, l'ère de la radio, l'ère de la télévision, et alors, ce qu'ajoute la numérisphère, évidemment, c'est une multiplication par un facteur incalculable des nouvelles qui arrivent, d'abord en quantité, mais aussi en étendue. Donc nous sommes envahis. Est-ce que, justement, tout ce dont on parle, ce surplus d'informations, cette société, par voie de conséquence, un peu de transparence, enfin tout ce que ça implique, est-ce que juste d'un regard un petit peu plus biologique, scientifique, ça fait aussi changer nos cerveaux? On ne sait pas très bien la manière dont, au niveau, disons, du fonctionnement cérébral, l'exposition au numérique nous impacte. On sait en revanche, à un niveau, disons, plus global, qu'il se passe quelque chose d'assez dramatique. Ce dont on parle beaucoup, c'est la question de la capture de l'attention et la fragmentation de l'attention. Nous sommes constamment sollicités par nos téléphones portables, qui nous envoient des notifications à tout moment. Nous avons eu un like par ici, nous avons un Instagram par là, etc. Et donc ça impacte... Ça impacte notre capacité de faire attention à un cours que nous écoutons, à une lecture, même à un film. Ce que vous dites, c'est que l'usage a un impact direct sur la façon dont on se façonne. Oui, tout à fait. Donc il y a quelque chose qui est plus direct que l'évolution de l'espèce Voilà, c'est beaucoup plus direct, c'est beaucoup plus immédiat, mais évidemment il faut compter un peu sur la résilience, sur le fait qu'un certain nombre de gens, les gens, quel que soit leur âge, sont loin d'être bêtes, ils se rendent compte que quand même ces interruptions constantes, ils sont de mauvaise humeur, ils ne savent pas très bien ce qu'ils ont fait dans la journée, donc ils résistent. Enfin, je pense que c'est ce qui, en ce moment, un mouvement de résistance ou de résilience qui est plutôt une bonne chose. Daniel Endler, quand vous employez ce terme plusieurs fois là de résilience, est-ce que comment vous l'employez vous? Parce que par exemple, je sais pas, Boris Cyrulnik va l'employer d'une certaine façon, ça va raconter quelque chose au travers de son regard et de ses travaux. Oui. Vous, lorsque vous employez le terme de résilience, ça renvoie à quoi? C'est physique, c'est philosophique, et c'est à la fois biologique, c'est culturel, c'est psychologique, c'est une façon de ne pas se laisser bousculer, ne pas subir d'une certaine façon. Tous les réseaux sociaux, tout ce qui se passe, YouTube et tout ça, c'est comme une déferlante, si vous voulez. Et cette déferlante, dans un premier temps, nous écrabouille. Moi, j'adore nager dans les vagues et j'adore la vague qui m'abat contre le sable. Si ça ne va pas trop si je me brutalement, je me relève. Et je pense que la résilience, c'est la capacité, au fond, de se relever, de résister à la vague,
en la mettant un peu à distance et aussi en aménageant l'univers autour de soi. La poche dans laquelle nous vivons, on l'aménage de la même manière qu'on aménage son bureau, sa cuisine, sa chambre à coucher, de manière à ne pas être trop dérangé, trop bousculé. Et donc je pense que d'aménager en quelque sorte son environnement immédiat, de manière à ne pas subir de plein fouet cette agression, si l'on veut, ou cette déferlante, ce tsunami du numérique. Daniel Handler, par rapport à cette question qui est dans le contexte actuel, en quoi l'univers numérique façonne un peu notre espèce, vous parlez de la question de la tension, qui est un sujet réel. Est-ce que vous en posez un autre? Il y a la question de, alors les classiques, mais parlons-en, de ce qu'on appelle parfois l'obésité informationnelle, c'est-à-dire le fait que nous nous pouvons absorber une quantité d'informations très supérieure à ce que nous devons traiter. Une chose très importante est de se rendre compte que chaque fois dans l'histoire de l'humanité que le coût d'une ressource change de manière massive, ce n'est pas simplement une augmentation de 10% ou un doublement, mais une multiplication par 100 ou une division par 100, tout notre environnement, toute notre culture va basculer. Et ce qui était cher, encore quand moi j'étais jeune, c'était l'information. Et aujourd'hui, l'information ne coûte presque rien. Quand j'étais jeune, si on voulait se référer à des œuvres anciennes, écrites par Platon, par un poète anglais du XVIIe siècle, par un scribe chinois du 3e millénaire avant Jésus-Christ, on allait à la bibliothèque. Alors, il y a une grande bibliothèque ici, il y a une grande bibliothèque là, mais l'ouvrage que je cherche est peut-être dans la première bibliothèque, dans la deuxième bibliothèque, dans la troisième bibliothèque. Le résultat, c'est qu'il m'a fallu une semaine pour obtenir, mettons, 3 pages de citation de ce livre dont je pense qu'il va peut-être être utile pour mes travaux. Les mêmes 3 pages, je les obtiens en 4 clics, qui m'ont pris exactement 30 secondes. Donc cette information, au lieu de coûter une semaine de travail d'un monsieur qui a beaucoup de diplômes, qu'il faut payer, chauffer, nourrir, etc., cette information, c'est 30 secondes de son travail. Ça veut dire que le coût de cette information a été divisé par, je ne sais pas, par 10 000, par 100 000. Donc l'information maintenant, elle est quasiment gratuite. Et donc ça change tout. Sur un plan philosophique, Daniel Handler, qu'est-ce que vous voulez dire de tout ça aux générations qui viennent, à nos enfants? Je dirais d'abord que l'ingéniosité humaine est extraordinaire, que les mécanismes de la pensée ne sont pas entièrement mystérieux. Dans un certain sens, les briques élémentaires de construction de l'intelligence font l'objet d'études scientifiques et nous apprenons énormément de choses à partir de ça, aussi bien pour notre fonctionnement normal que notre fonctionnement altéré par l'alcool, par les drogues, par les maladies, par des problèmes génétiques, etc. Et que tout ça est une aventure intellectuelle passionnante, certainement la plus passionnante, je pense, du XXIe siècle, et qu'on est au tout début de tout ça. Et donc j'encouragerais volontiers les jeunes à s'y intéresser. Je pense que une chose que nous permet, que nous facilite Internet et l'intelligence artificielle, la numérisphère en général, c'est de multiplier les points de vue. Pour bien comprendre, et pour comprendre ce qu'on comprend et comprendre ce qu'on ne comprend pas, il faut croiser les points de vue. Et ça, c'est beaucoup plus facile grâce à la numérisphère et grâce à l'intelligence artificielle. Avec quand même un petit danger, c'est que les outils d'intelligence artificielle, et on le voit déjà pour ChatGPT, affaiblissent nos capacités intellectuelles les plus importantes et nous fassent même oublier, perdre la notion de l'effort intellectuel qui est le seul qui nous permette de grandir et d'avancer. Et par exemple, quand on me dit ChatGPT dans l'enseignement ou ChatGPT en matière de droit, etc., c'est formidable pour faire un premier jet.
Parce qu'effectivement, tout le monde sait que le premier geste, c'est ce qu'il y a de plus pénible. La page blanche, c'est terrible, on ne sait pas par où commencer, etc. Et on dit que ChatGPT va le faire pour vous. Ben oui, mais ça, justement, c'est ça qu'il ne faut pas demander à ChatGPT, parce que c'est ça, apprendre à penser. C'est ça, apprendre à passer d'idées plutôt dispersées, un peu contradictoires, un peu vagues, etc., à quelque chose de construit. Un grand merci Daniel Handler de nous avoir accordé ce temps pour nous expliquer la complexité de l'univers de l'intelligence artificielle et donc face à cette complexité, à nous de ne pas tomber dans la facilité et de continuer à nous augmenter. Merci infiniment à vous tous de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de continuer à partager nos contenus sur les réseaux, sur YouTube. Et moi, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode de Matryoshka. Salut!